C'est une bonne idée. Alors on enchaîne tout de suite avec justement des experts de la robotique chirurgicale. Est-ce qu'ils vont lancer ou pas le télétravail? C'est Éric Vibert, hein, évidemment de Paul Brousse et fondateur de la chaire BOPA, et Michel Lefranc, qu'on retrouve avec plaisir, hein, donc toujours fondateur de Gréco à Amiens. Et vous allez nous proposer un regard croisé. Et Jean-Claude, tu voulais faire une petite introduction rapide. Oui, alors je vais faire une toute petite introduction parce que c'est une session totalement différente. Je suis un peu embêté, mais voilà, j'ai pris les deux, enfin pas les deux de mes collègues que j'ai pas peur, j'admire le plus, hein, donc pour beaucoup de choses, pour beaucoup de raisons, et surtout engagés dans cette transformation chirurgicale dans laquelle on est. Je veux dire, on est tous ensemble pour le faire et on collabore beaucoup. Et là, je veux dire, bon, il n'y a pas de slide, il n'y a rien, on ne vous dirige même pas. Je voudrais qu'il y ait une discussion ouverte pendant 15 minutes sur, véritablement qu'est-ce que la planification vraie, qu'est-ce qu'on attend de la planification de la réalité augmentée. Enfin, finalement, de cette partie de la chirurgie dans laquelle vous êtes impliqués tous les deux pour plein de raisons. Donc, vous avez un micro chacun parce que je pense que je voudrais vous voir discuter. Voilà, comme si j'étais... je vais me cacher et je vais écouter. Ça marche, là? Bon, bah, bonjour, alors. Bonjour. Donc, c'est sympa parce qu'en fait, tu demandes de discuter de planification chirurgicale et en fait, peut-être qu'on a tous les deux des visions différentes pour la bonne et simple raison que toi, tu opères des organes durs et moi des organes mous. Donc, en fait, moi, la planification chirurgicale, on en fait un petit peu, mais ça reste assez loin de la réalité, justement parce que c'est des organes mous. Toi, la planification chirurgicale, tu l'utilises au quotidien ? Alors moi, la planification chirurgicale, je l'utilise effectivement au quotidien, parce qu'on est sur un organe qui n'est pas dur, hein, dans le cerveau, mais sur lequel on s'est arrangé pour qu'il bouge le moins possible. Et l'ensemble des données qu'on a, hein, d'un cerveau, c'est des données normalisées. Un IRM, c'est 4 minutes d'acquisition, donc en fait, c'est un Moyen-Âge. Même une électrophysiologie, ça se fait sur plusieurs secondes. Donc on a une information qui est moyennée. Et si on arrive à reproduire sur tout un parcours et dans l'acte une position identique, et ben en fait, le jumeau numérique peut être utilisé pour planifier et l'effecteur va pouvoir nous amener au bon port. Nous, on a peu de problématiques dès lors qu'on n'ouvre pas trop la boîte crânienne, dès lors qu'on n'emmène pas trop de mouvements nous-mêmes, de pouvoir utiliser un planning dans sa réalisation. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle la chirurgie guidée par l'image, ou la stéréotaxie, la chirurgie à crâne fermé. Donc ça, c'est mon quotidien de tous les jours. Aujourd'hui, je vais du planning sur le jumeau numérique, l'effecteur, et même la réalisation de la thérapeutique, la délivrance, hein, quand on fait de la neuromodulation, on délivre une thérapeutique électrique, et cette thérapeutique, elle est aussi reprise sur le jumeau numérique. Donc ça devient un quotidien. Ouais, parce que en fait, moi j'ai pas mal travaillé, j'ai été au Japon assez souvent, et c'est vrai que ceux qui m'ont le plus impressionné en planification chirurgicale dans mon domaine, c'est les Japonais. Mais les Japonais, ils ont un rapport au temps qui est différent. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent mettre 12 heures pour faire une opération qu'en France on met 8 heures à faire, et aux États-Unis 4 heures, parce que non seulement ils prennent énormément de temps pendant la chirurgie, ils s'arrêtent, ils font des photos, etc. C'est extraordinaire cette précision, mais aussi en amont de la chirurgie où ils dessinent en 3D les organes. Et c'est vrai que c'est eux qui ont inventé des planifications. Il y a une célèbre marque, mais bon, c'est extraordinaire. Ils sont vraiment... qui fait la modélisation 3D. Il y a plein de gens qui très bien qui font de la 3D, mais c'est vrai que il y a une petite marque japonaise qui fait des assez jolis modèles en 3D. Et en fait, ça a été les premiers à montrer l'importance du détail. En fait, en chirurgie du foie, lorsque tu vas respecter ou pas un pédicule qui fait 5 mm, eh bien, tu vas transformer complètement la stratégie préopératoire, où tu vas faire ou pas une embolisation portale. Et c'est là où, en fait, la planification faite par les Japonais nous a appris énormément de choses dans l'importance du détail. Et l'élément intéressant, c'est que ça a un impact sur la mortalité. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends les séries de chirurgie du foie majeure
cholangiocarcinome périhilaire, la mortalité habituelle en Europe, c'est entre 8 et 10%, ça peut même aller beaucoup plus malheureusement, mais on considère qu'il est acceptable d'avoir une mortalité qui peut aller jusqu'à 13%. C'est ce qui est assez délirant, une hépatectomie qui a 13% de mortalité, c'est quand même beaucoup. Eh bien, les Japonais, eux, ils te sortent des séries à 4 ou 5%. Et alors, il y a toujours quelqu'un qui va dire oui, c'est parce que le Japonais, morphologiquement, c'est pas tout à fait pareil que le Bourguignon, ce qui est vrai. Mais il y a aussi une quantité de travail dans la planification et dans l'importance du détail et l'utilisation de ces objets 3D qui n'existe pas du tout en Europe. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que dans le domaine de la neurochirurgie, il y a la même différence entre les pays européens et l'Asie? Alors, je pense que la neurochirurgie, on est le domaine où on a plus la soumission à ces aides technologiques, puisqu'on a un impact directement visible dès le réveil du patient si on n'a pas fait exactement le plan. Et donc ça fait très longtemps qu'il y a une intégration quand même de données de guidage, parce qu'il faut absolument être le plus proche du planning. Et cette notion de planification, on avait dès l'époque des plus anciens, c'était au schématique qu'ils faisaient. Moi, mes chefs dans les années 80, ils dessinaient ce qu'ils allaient faire. Et donc cette notion de planning pour pouvoir anticiper, elle était et travail sur l'image en préalable pour pouvoir faire l'acte le plus adapté était quand même intimement lié. Et donc on voit que c'est quelque chose qui est assez généralisé, quels que soient les continents, ce besoin. Par contre, ce qui est vrai, c'est que en chirurgie guidée par l'image, donc à crâne fermé, on peut faire le transfert entre le planning et la réalisation de l'acte, puisqu'on a une sorte de continuité qui était plus simple d'un point de vue mathématique, alors qu'en chirurgie crânienne, toutes les chirurgies de décompression de la base du crâne, on avait un planning d'amont où il y avait un temps de planification qui est assez long. Au moment de la réalisation de l'acte, on a du guidage que sur les étapes initiales et pour finir, peu de retours. C'est peut-être là où on va avoir le plus d'avancées au fur et à mesure du temps. Moi, j'ai une question en inverse, c'est que alors j'ai pas de connaissances du tout en chirurgie du foie, mais j'ai encadré des chirurgiens ORL, et ces chirurgiens ORL, la question c'était j'enlève et je mets un lambeau pour réparer. Et ce qu'on a pu, ça dépend de la vascularisation pour trouver le vaisseau et faire ton bon lambeau en fait. Et ce qu'on voit, c'est que rien que d'avoir l'information, on positionnait les patients en position opératoire. On leur faisait un scanner avec injection, comme ça, qui permettait de voir la tumeur et les vaisseaux. Il les a segmentés, les a mis en 3D. Et il a été, sur les mêmes cas cliniques, présenté à ses pairs, CNT national, il a été dans une dizaine de CHU, ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas l'info, après avoir fait le scanner, et après avoir eu la segmentation et l'information. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est que dans 2/3 des cas, chez des chirurgiens experts, ils changeaient la façon de faire après avoir vu la segmentation 3D. C'est-à-dire que la plupart du temps, on avait un acte plus délabrant, on prenait sur des actes plus sécurisés, c'est-à-dire j'étais sûr que je vais pouvoir faire mon lambeau chinois, parce que, etc. Et là, tout d'un coup, ils avaient une information qu'ils n'avaient pas forcément, qu'ils n'arrivaient pas à avoir juste sur l'imagerie en 2 plans. Tout à l'heure, ce matin, on le disait. Et c'est un changement qui est quand même assez radical. Alors, on n'a pas pu démontrer à l'époque que c'était mieux pour le malade, puisqu'on était vraiment... Mais ça veut dire que l'hyper-expert changeait plus de 2 fois sur 3. Est-ce que tu crois que ça peut être possible aussi en hépatique ? Ah oui, c'est clair. Ce qui est clair, c'est que la reconstruction 3D préopératoire, il y a pas mal de séries asiatiques maintenant qui ont montré, parce qu'en France, en Europe, ça n'a pas été bien fait, qui ont montré que ça accélérait la durée de la chirurgie. Tu hésites moins, petit 1. Petit 2, tu diminues les complications post-opératoires et en particulier les fistules biliaires. Donc ça, il y a très clairement, c'est pas prospectif randomisé, ce genre de choses, mais il y a quand même pas mal de données. La seule chose, c'est que on fait déjà quand même pas mal la chirurgie de manière globale. Bon, pour pouvoir faire mieux que déjà très bien, c'est toujours le problème. Bon, c'est un peu le sujet aujourd'hui de tous nos métiers, c'est qu'on fait déjà quand même pas mal notre taf. Mais pour revenir à ton sujet sur la reconstruction 3D, en fait, à la chaire innovation BOPA, qui est donc le truc que j'ai mis en place à Paul Brousse, on fait vraiment de la R&D, c'est qu'on teste des trucs très au début de l'histoire. Et actuellement, on est en train de travailler
avec une étudiante de Centrale où on est en train d'évaluer justement la 3D et surtout la manière dont on va présenter la 3D. Parce qu'en fait, on travaille avec soit où on projette de la fausse 3D sur un écran, soit on a l'organe que l'on regarde sur lequel on projette de la 3D qui est lui-même sur un écran, soit on l'a dans un casque de réalité virtuelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que, et c'est moi qui ai fait les essais avec 10 autres collègues, il y a très clairement une différence de prise en charge de la tumeur dans un foie mou en imprimant 3D en fonction du fait que tu as le truc dans un casque de VR ou tu as de la fausse 3D sur un écran. Et ça, c'est absolument passionnant de voir que la projection 3D, ça va avoir un impact. Merci. J'ai une question pour vous deux. On a entendu tout à l'heure parler de command center, de la planification. Finalement, c'est un des thèmes importants de Medtronic. Donc, ils sont d'accord avec vous sur l'importance de la planification. Mais qui va piloter c'est le chirurgien qui fait le GPS ou c'est comment finalement l'organisation dans vos équipes, vous pilotez ce travail de planification? C'est la responsabilité du chirurgien? Alors moi, je pense que c'est important on a des outils d'assistance, mais on doit rester pilote. Et donc, que ce soit sous la responsabilité. Et souvent, je m'insurge on dit les nouveaux métiers. Alors, c'est bien d'avoir des métiers d'assistance pour vous faire, mais ça ne doit pas rendre le patient, le chirurgien, le pilote, aveugle, et c'est-à-dire dépendant d'autrui. Et donc là-dessus, il y a deux travails. À la fois un travail de formation, c'est je comprends comment ça marche et je sais exploiter mon outil. Et ça, c'est fondamental. On a appris à faire des nœuds, on a appris à utiliser un moteur, on a appris à utiliser des bras. On doit apprendre à comprendre comment tirer avantage de ces outils. Puis, il y a encore un travail technologique de rendre l'information obtenue transparente dans ses qualités et ses défauts. Et là-dessus, on a aujourd'hui besoin d'expertise, d'ingénierie qui n'y a pas forcément lieu d'être. On a encore un petit défaut de maturation. Je pense que là, il y a encore un gain technologique clair à avoir pour que ces informations elles soient claires et exploitables par le chirurgien. Eric ? Alors, moi, je pense vraiment que la planification 3D, ça permet de penser la même problématique dans l'équipe. Parce qu'en fait, il y a plein de situations, et on a travaillé beaucoup là-dessus au niveau de l'erreur, où en fait, la problématique vient du fait que la personne qui est en face de vous, ou l'IAD, ou l'IBOD, a une reconstruction mentale du problème qui est différente de la vôtre. Et donc, en fait, on ne va pas dans la même direction. Et c'est pour ça que, pour moi, le fait de faire un référentiel numérique commun pour parler de la même chose, c'est hyper important. Et l'autre élément, et ça va complètement dans ton sens, c'est qu'il ne faut pas oublier que les chirurgiens, ça reste des artisans. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est des artisans augmentés. Heureusement, on a abandonné les artistes qui, à mon avis, étaient des fous furieux et qui ont tué beaucoup de gens. On est passé à l'artisan, et on reste des artisans, et on ne doit pas devenir des machines à couper selon les pointillés. On doit nous laisser la possibilité, un peu comme les musiciens de jazz, d'improviser. Et je crois que c'est dans l'essence de notre métier. On doit rester des artisans augmentés, des artisans qui peuvent réfléchir sur autre chose qu'un malade, mais on doit rester des artisans. Parfait, mais je crois qu'on est arrivé au bout de cet échange. Merci infiniment, Michel, Eric, Michel Lefranc, Eric Vibert. Eric, on te retrouve dans un moment, dans quelques minutes, pour parler de Twinical, qui était une des solutions augmentées, justement, et de planification.